δεν έβοντος κάτω όμιχας επάκρους έφεν, εσεν σφοντήλους έπεσε. Νοτιαία δε έριξε άρθρα που ανδεσομάνω κάτω ίσπερεν. Ιλάλαζε και στην ίσκον φόνο. Soutil, s'il vous plaît? Ton frère, se dressant sur la pointe des pieds, le frappe aux vertèbres et lui fracasse le dos. Avec des soubresauts de tout son corps, il se débat, il hurle et agonise dans le sang. Je te comprends toujours pas. C'est le messager, dans les lettres d'Euripide, qui vient annoncer à Électre que son frère vient de tuer Égiste. Mais enfin, on est à la télévision. J'aurais pu me le montrer, non? Te le chanter, t'insulter, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est le plus frappant? L'image ou les mots? De nos jours, c'est clairement l'image. Pas forcément. Dans la tragédie antique, c'était les mots. Oui, mais aujourd'hui, on les adapte au cinéma. C'est le thème du culturodrome de ce soir. Le meurtre de la tragédie antique. Et son évolution. On y va. Tout de suite, notre premier reportage, le théâtre en Grèce antique. C'était pendant ces fêtes dédiées à Dionysos, dieu du vin, et plus tard dieu du théâtre, qu'avaient lieu les concours de tragédie. Seul moment de l'année où on assistait à des représentations. C'était un événement à la fois religieux et social qui unissait toute la cité, citoyens et étrangers. Les historiens sont par contre partagés sur la présence des femmes dans le public. Inutile de le préciser, le théâtre à l'époque était joué, écrit et perçu de façon très différente d'aujourd'hui. Par exemple, les comédiens n'étaient que des hommes qui portaient des masques, comme celui-ci, et jouaient plusieurs rôles. Au départ, un seul acteur dialogue avec le chœur. Peu à peu, le nombre augmente, pour arriver à 3 acteurs sur scène. Le rôle du chœur, composé d'un groupe d'hommes dont les interventions sont parfois chantées, par contre, ne change pas. Il commente l'action et peut même y prendre part. Les spectateurs venaient le matin pour assister à 4 représentations et ne repartaient que le soir. L'entrée était payante, mais l'État prenait en charge le billet des plus démunis. En effet, à l'époque, le théâtre est un moyen éducatif à part entière, avec des messages moraux et politiques très importants. Nous avons choisi de nous centrer sur 3 personnages tragiques. Médée, Oedipe et Électre. Résumé en images. Électre et Oreste sont les enfants d'Agamemnon, roi de Mycène, et de Clytemnestre. Agamemnon est le frère de Ménélaos, l'époux de la belle Hélène, enlevée par les Troyens. Il s'apprête donc à partir se battre à Troie. Mais les dieux empêchent le vent de se lever, et les bateaux ne peuvent partir. Les dieux exigent d'Agamemnon qu'il sacrifie sa fille aînée, Iphigénie, ce qu'il finit par faire et permet aux Grecs de partir enfin. 10 ans plus tard, à son retour victorieux de la guerre, il est assassiné par sa femme, qui ne lui a pas pardonné la perte de sa fille, et son amant Égiste. Au début des tragédies d'Échille, Sophocle et Euripide, on voit Électre, rongé par la colère et le désir de venger son père, attendre la venue de son frère Oreste, éloigné lors de l'assassinat. Après leur retrouvaille, Oreste, aidé d'Électre, tue Égiste et Clytemnestre, sa propre mère. Il sera poursuivi par les Érénies, déesses de la vengeance, et Électre quittera la cité. Médée, quant à elle, est une princesse de Colchide, que Jason rencontre en allant chercher la toison d'or. Il tombe amoureux, et Médée aide Jason avec ses pouvoirs magiques à conquérir la toison. Pour faciliter leur fuite, elle va même démembrer son propre frère, et jeter les morceaux dans la mer. Ils arriveront à Corinthe, où Jason tombera sous le charme de Glauce, fille du roi Créon. C'est à ce moment que commence la tragédie d'Euripide. Médée, délaissée et furieuse, empoisonne la famille royale et tue ses propres enfants pour se venger de Jason. La tragédie s'achève sur la fuite de Médée. Elle ira à Athènes, chez le roi Égée, avec qui elle aura un fils, Médus. Oedipe est le fils de Laios, roi de Thèbes, et de Jocaste. Mais son père, qui avait été prévenu par un oracle que son fils tuerait son père et partagerait la couche de sa mère, ordonne à un berger de tuer l'enfant. Mais l'esclave, pris de pitié, abandonne le bébé dans la montagne. Il est recueilli par Polybe, roi de Corinthe, qui l'élève. Lors d'une visite à l'oracle, Oedipe apprend qu'il tuera son père et épousera sa mère. Horrifié,
Il fuit ses parents adoptifs, dont il croit être le fils légitime. Déambulant au hasard, il blesse mortellement un vieillard lors d'une dispute à un croisement. Oedipe ne le sait pas encore, mais il vient de tuer son père. Il s'approche de Thèbes, mais la ville est prisonnière d'un monstre terrifiant, le Sphinx. Oedipe parvient à vaincre le Sphinx et libère la ville. Les Thébains, en signe de gratitude, lui donnent la main de leur reine, Jocaste, dont le mari a été tué alors qu'il voyageait. Oedipe épouse donc sa mère. Les années passent, Oedipe et Jocaste ont des enfants, jusqu'à ce qu'une épidémie de peste décime Thèbes. C'est le point de départ de la tragédie de Sophocle, Oedipe roi. Le devin Tirésias annonce que ce fléau est une punition des dieux pour n'avoir pas encore châtié le meurtrier de Laïos. Oedipe, qui ignore qu'il est l'homme qu'il cherche, lance une enquête. Les preuves s'accumulent jusqu'au moment où il est impossible d'ignorer la vérité. Jocaste se pend et Oedipe, fou de douleur, quitte sa ville natale après s'être crevé les yeux. Vous l'aurez sans doute remarqué, ces mythes comportent des images un peu violentes. Oui, mais on ne les montre pas sur scène à l'époque, sinon ça serait insupportable. Oui, voyons ça avec un graphique. Tout en bas de l'échelle de la violence, on n'a pas de meurtre. En fait, le dramaturge décide de situer le meurtre avant ou après la pièce. C'est le cas, par exemple, dans l'Électre de Sophocle, qui commence 10 ans après la mort d'Agamemnon et s'achève sur Oreste, s'apprêtant à tuer Égiste. Deuxième degré de violence, le messager. Le messager est un personnage qui a une seule fonction, annoncer des événements qui ont lieu hors scène. Το υπηκό στοιχείο που είναι ο γελιοφόρος και που είναι ένα δομικό στοιχείο της τραγωδίας εκπληκτικό. Έρχεται κάποιος μέσα και μας λέει πράγματα. Έτσι δεν είναι, είναι τελείως πράγματα. Και αυτό το πράγμα, να σου πω κάτι, είναι και μια διαδικασία αισθητικής απομείωσης των εντυπώσεων. C'est le cas par exemple dans la Médée d'Euripide, où il nous raconte la mort de Glauce. Le sang, du haut de sa tête, dégoutté au milieu des flammes. Les chairs, comme la larme du pain, sous l'action de la dent invisible du poison, se détachaient des os. Affreux spectacle. Ces descriptions s'approchent de celles qu'on pourrait trouver dans un roman, et on se rend compte qu'elles sont à la fois précises, poétiques et choquantes. Troisième degré, le meurtre, hors scène mais entendu. Dans l'Électre d'Euripide, la scène est située dans la cour, en dehors de la maison d'Électre où ses enfants assassinent Clytemnestre. Le meurtre n'est donc pas vu, mais entendu. Le chœur, présent sur scène, entend les cris de Clytemnestre qui supplie « Mes enfants, Dieu, ne tuez pas votre mère !» Le coryphée, qui dirige le chœur, dit même « Moi-même, je gémis ». Dernier degré de violence pour la tragédie antique, l'épiclymène. L'épiclymène est une machine très pratique qui permet d'amener sur scène des gisants qui représentent les personnages qui viennent de mourir. Sophocle en fait un usage très particulier dans son Électre. Un équiclymène, voilé, est présent sur scène. Il contient le corps de Clytemnestre qu'Oreste vient d'assassiner. Égiste, lui, croit qu'il s'agit du corps d'Oreste, et il se réjouit car il craint, à juste titre, son beau-fils. Cependant, Oreste, qui est présent, dans un geste théâtral s'il en est, dévoile le corps et dit à Égiste, qui cherchait sa femme, « Elle est près de toi, ne la cherche plus ailleurs ». Avançons dans le temps pour retrouver Corneille au XVIIe siècle et sa réécriture de Médée. On observe tout de suite qu'il n'hésite pas à montrer la violence. La figure du messager est bien présente, mais ensuite les personnages concernés viennent sur scène pour y mourir. Corneille place ces mots dans la bouche du roi Créon, mourant, qui voit sa fille Glauce succomber au poison de Médée. Oui, je ne verrai pas comme un lâche témoin ton indigne trépas. Il faut, ma fille, il faut que un me délivre de l'infâme regret de n'avoir pu survivre. Invisible ennemi, sors avec mon sang. À ce moment, Créon se poignarde et meurt donc sur scène. La pièce elle-même se clôt sur Jason, se tuant lui aussi pour aller rejoindre sa promise. C'est un auteur préclassique. Il ne respecte donc pas la règle de bienséance selon laquelle on ne montre pas la violence sur scène. Il est aussi très inspiré par Shakespeare, qui montre souvent la violence. Nouveau saut dans le temps, passons aux années 30, l'entre-deux-guerres. Pour simplifier, disons que cette période est marquée par un fort pessimisme, dû à l'importante crise de 1929 et à la Seconde Guerre mondiale qui s'annonce. Les dramaturges de cette époque reflètent les inquiétudes de la société, et ils tentent de donner un sens nouveau à la vie humaine. Pour cela, ils se tournent vers les tragédies antiques. On assiste à une vague de réécriture. André Gide, Jean Cocteau, Jean Anouilh, Jean Giraudoux,
Même si ces œuvres sont différentes des pièces antiques par le fait qu'elles poussent la réflexion sur le destin et la responsabilité plus loin, elles sont similaires dans le traitement de la violence. Jean Cocteau, dans sa pièce La Machine infernale, une réécriture d'Oedipe, adopte un ton ironique. Une voix, résumant au début de la pièce le meurtre de Laïos, conclut « Et voici le parricide ». Cocteau s'intéresse surtout aux dieux qui s'amusent à briser les hommes. Jean Giraudoux, au contraire, dans son Électre, place les hommes au centre du récit. Ce sont leurs passions et non le destin qui anime l'œuvre. Et elles sont même plus importantes que le double meurtre final, qui est ici raconté non pas par un messager, mais par un mendiant, qui est peut-être un dieu. Une pièce à part, écrite et représentée sous l'occupation allemande, Les Mouches, de Jean-Paul Sartre, inspiré d'Électre. Le meurtre d'Égis est ici clairement montré sur scène, il est indiqué par une didascalie, il meurt. Oreste clôt la scène avec ces mots très durs, comme c'est laid, un homme qui meurt. Voilà pour les textes. Passons maintenant à l'image. Présentation vidéo. Encore une fois, une bonne dose de violence. Mais qui n'est cependant pas aussi montré que l'on pourrait le croire. On constate que, finalement, le cinéma use des mêmes techniques de suggestion que le texte. Au cinéma, donc, avec la mobilité qu'apporte la caméra, on peut facilement se déplacer dans plusieurs décors. Mais on remarque que les cinéastes n'en profitent pas pleinement. Démonstration en images. Ήρθε στο Βάκο να προσφέρω θυσίες πολλές, μαζί με τη γυναίκα μου. Να έχουμε εμείς τόση χαρά, όσοι οι εχθροί μας πίκρα. Κι άλλη τόση. Λένε πως η Θεσσαλία στο λιάνισμα είναι άφταση τεχνίτες. Πάρ' το μαχαίρι. Κι αν η φήμη είναι σωστή, δείξε μας. Θα παραβγούμε οι δυο μας. La caméra s'est éloignée de la scène où a lieu la tragédie antique, la cour devant la maison des lettres, pour montrer le meurtre. Mais l'acte est représenté symboliquement par la bataille des danseurs. Kakoyanis revient à Électre et fera raconter le meurtre en lui-même par un messager. En omettant les exceptions violentes, ainsi que Koyanis est très fidèle à la tragédie d'Euripide. Le meurtre de Clytemnestre est uniquement entendu et ce sont les gros plans sur le visage des femmes du cœur qui transmettent toute l'horreur. Σφάζουν τα παιδιά της! Κάνουμε πολλές φορές ταυτίζεται με τους ηθοποιούς
την περίπτωση δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Θα μπορούσε αν θέλεις να πάνε να βοηθήσουν, αλλά καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Και εξάλλου ξέρεις, πολλές φορές είναι μια επιλογή καλλιτεχνική. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόμος των γυναικών απ' έξω, που να μπουν μέσα, να σταματήσουν, θα είχαν το κουράγιο να εμποδίσουν το φόνο. Un cran plus haut sur l'échelle de la violence au cinéma, le meurtre est presque montré, mais par symbolisme, il est éliminé. Voyons l'exemple du BD de Pier Paolo Pasolini avec Maria Callas dans le rôle éponyme. Dormi, su da bravo, dormi. Dormi, su. Dormi. Dormi. Amore. Gros plan sur une main s'approchant d'un poignard, tout est dit. Au contraire, le meurtre émotionnellement moins fort de Klaus n'est pas montré une fois, mais deux. La première fois, c'est ce que Médée imagine, ou plutôt prévoit, car le meurtre se déroulera quasiment à l'identique. Vidéo. Ce meurtre imaginé est plus frappant que celui qui a réellement lieu, où la musique est beaucoup moins oppressante et où Klaus ne prend pas feu mais se jette dans le vide. Pier Paolo Pasolini a réalisé une autre adaptation de tragédie antique. C'est Oedipe Roi d'après Sophocle. Le meurtre de Laios, père d'Oedipe, est montré en détail dans une longue scène. Extrait. Levati! Levati, straccione! Ehi! Bada! Bada! Togliti di mezzo alla strada! Attento a quello che fai!
C'est une représentation plus violente que les précédentes. Comment ne pas être impressionné par la folie meurtrière d'Œdipe? Le spectateur, comme le personnage, est aveuglé par le soleil, qui représente ici indirectement le destin.Œdipe n'est pas conscient de son acte. Avançons de 20 ans pour trouver l'adaptation de Médée par Lars von Trier. Le cinéaste danois est le plus fidèle au texte d'Euripide. En effet, il garde les mêmes limites chronologiques que la pièce. Mais il imprime sa vision par un travail esthétique poussé. La lumière verdâtre, les paysages marécageux, les grandes plages, les champs de joncs, s'éloignent d'un espace typiquement grec pour mieux refléter la nature trouble de l'héroïne. Voyons le moment clé où Médée tue son plus jeune fils. Âme sensible, s'abstenir. Længe går op i træet. Noget, jeg elsker. Længe går op i træet. On ne voit pas le visage de l'enfant en train de mourir, mais cette pendaison nous met très mal à l'aise. C'est le son qui est marquant. On entend le moindre bruit. On est dérouté aussi par l'attitude du grand frère, qui aide sa mère à tuer son frère, et se passera même, plus loin dans le film, la corde autour du cou. Von Trier se démarque par l'image lancinante d'un arbre pendu, présent même dans le graphisme du titre. Bien que cette image soit choquante, elle reste fortement symbolique. Il n'y aura pas de gros plan sur le visage des enfants, qui deviennent presque des poupées accrochées à un arbre. C'est Médée qui importe, et c'est son visage que l'on voit pendant le meurtre. Enfin, hors compétition, Oedipus with Vegetables, de Jason Richner. On pourrait dire qu'il s'agit du plus réaliste, puisqu'on voit clairement la tête de Laios tranchée. Sauf qu'il s'agit d'un brocoli, vous voyez par vous-même. Who art thou who does not kneel before the king of Thebes? My name is Oedipus. Oedipus. I had a son called Oedipus, destined to kill his father and wed his very mother. But he was... He was what? Killed. Killed? Killed. As you shall be. On est ici tout à fait dans la parodie, du sérieux antique, mais aussi des films de KPDP. Pour vous, la scène du suicide de Jokastomate. Gods of Thebes, why scorn thou me? No. Oh, forgive me. Forgive me. En somme, on se rend compte que, alors qu'on aurait pu s'attendre à un regain de violence à cause du changement de médium, le cinéma permettant plus de choses, et d'époque,
on constate qu'il y a, au final, peu de différence. Mais pourquoi? Revenons à la Grèce antique. Δεν το ξέρετε ότι στην αρχαία τραγωδία οι φόνοι γίνονται εκτός σκηνής. Ναι, αυτό. Είναι κάποια αναλογία, ας πούμε, αλλά θεμητή. Δηλαδή, το να φτάσεις στο σημείο να ξέρεις ότι ο ένας κρατάει μαχαίρι και ο άλλος είναι έτοιμο φίλμα, δεν είναι ανάγκη. Η φρίκη είναι πιο έντονη όταν υπάρχει η αναμονή ξαφνικά πριν και μετά μια κραυγή η οποία αποδηλώνει το φόνο. Nous l'avons déjà dit, le théâtre à l'époque avait une fonction éducative. On ne veut pas que les pièces soient criminogènes, c'est-à-dire qu'elles incitent les spectateurs à passer à l'acte. On montre les circonstances du meurtre, mais pas le meurtre en lui-même. Il n'est donc pas accepté par la société. Les Érénies, déesses de la vengeance, qui poursuivront le matricide Oreste, illustrent cela. Jacqueline de Romilly, philologue spécialiste de la Grèce antique, nous dit qu'à l'époque, les dramaturges n'hésitent pas à montrer clairement l'horreur de la violence, pour ensuite mieux la condamner. Pendant l'Antiquité, la mort, la guerre sont affaires courantes, mais il ne faut pas penser que la société tolérait les actes de violence extrêmes et délibérés. En plus, il ne faut pas oublier que les spectateurs grecs connaissaient les grandes lignes de l'action, avant même d'avoir vu la pièce. En effet, elles se basaient toutes sur des mythes connus de tous. Et même encore aujourd'hui, surtout en Grèce, ce qui ne permet pas l'effet de surprise et donc de choc. Ce qui est vrai aussi pour les films, qui sont d'ailleurs respectueux de la forme antique, n'insérant pas d'éléments fondamentalement différents de ceux présents dans le mythe. Ce respect de l'antique peut expliquer le choix des réalisateurs, de ne pas montrer le meurtre dans sa forme crue. Il faut aussi aborder l'aspect technique. Montrer un visage se décomposant sous l'effet du poison n'est pas chose aisée, même au cinéma. Et une telle exhibition de la violence est-elle souhaitable? N'est-il pas plus efficace de laisser au lecteur-spectateur le loisir d'imaginer lui-même les chairs en décomposition? Chacun trouvera l'image qui est la plus frappante pour lui, permettant ainsi à la tragédie d'être universelle, puisqu'elle touchera tout le monde. Démonstration de pensée en images. Continuons avec un paradoxe intéressant. Le meurtre a une position centrale, il influence toutes les actions. Mais au final, ce sont ces actions et non le meurtre qui nous intéressent. C'est pourquoi l'avant-meurtre occupe tellement de place. Électre, avant de mener sa mère à la mort, règle longuement ses comptes avec elle. Et plus que sur l'avant, c'est sur les conséquences que les auteurs attirent notre attention. C'est particulièrement frappant dans Oedipe. Le meurtre de Laios est la première roue d'un engrenage encore plus horrible. On montre l'impuissance de l'homme face au destin. Et, on l'a déjà dit, on dénonce ainsi la violence. Mais encore plus que de la dénoncer, le théâtre ne permet-il pas aussi de l'expulser? En représentant la pitié et la terreur, la tragédie réalise une épuration de ce genre d'émotions. Voici comment Aristote définit la catharsis, l'épuration par le théâtre, dans sa poétique. Pas très précis, n'est-ce pas? Ο Αριστοτέλης δεν καθορίζει τίποτα. Είναι η πιο θολή και η πιο μετέωρη έννοια του Αριστοτέλη. Αυτό είναι και ο μεγάλος καημός. Éclairons un peu cela. La définition d'Aristote est le point de départ d'innombrables interprétations. Catharsis est un mot du vocabulaire médical, d'où la première interprétation, la catharsis comme homéopathie. On guérit le mal par le mal. En vivant par l'entremise du personnage les passions qui l'agitent, le spectateur se vide de ses humeurs néfastes. L'interprétation classique, celle des 15e et 16e siècles, est morale. En montrant les conséquences néfastes des passions extrêmes, on guérit celle des spectateurs. Η κάθαρση είναι αδιανόητο να πιστεύω ότι μπορεί να αναφέρεται στους θεατές. Για τον απλούστατο λόγο. Για λόγους εσωτερικούς, αριστοτελικούς, ο Αριστοτέλης είναι ο μεγάλος, πώς το λένε, επιστήμον της λογικής, ο θεμελιωτής της λογικής. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μας συγκροτεί τον ορισμό της τραγωδίας, τραγωδία εστί μίμησης πράξης και μας λέει τι είναι η τραγωδία, δεν μπορεί κάποια στιγμή μέσα σε αυτή τη δομή να αναφέρεται στο τι κάνει αυτό το πράγμα στους θεατές. Η κάθαρση αναφέρεται στα πρόσωπα. Τα πρόσωπα καθένανται. Αυτά περνάνε, θα έλεγε η γιαγιά μου, μέσα του λιναριού τα πάθη, αυτά περνάνε μέσα από τα τούνελ των παθών και των ελεηνών πραγμάτων και καθαίρονται, καθαρίζουν στο τέλος. Ξεκαθαρίζει το πράγμα. Να το πούμε τελείως
καθημερινά. Είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Dernière interprétation, la plus récente, l'interprétation esthétique. C'est la mimesis, l'imitation, qui procure le plaisir. Et elle permet l'épuration, non pas des sentiments du spectateur, mais des sentiments en eux-mêmes, en les rendant acceptables via la parole. On retrouve la notion de catharsis en psychanalyse, où le patient est incité à faire revenir à la conscience des sentiments enfouis et à les énoncer afin de se libérer de ses angoisses et de ses sentiments de culpabilité. Mais ce n'est pas le seul pont qu'on peut établir entre psychanalyse et tragédie. Il y a bien évidemment le complexe d'Oedipe, énoncé par Freud, qui mène au surmoi, qu'on peut relier à la tragédie, car en association avec le ça et surtout le moi, il n'y a pas une pulsion qui... La semaine prochaine, nous vous retrouvons pour partir à la découverte de la couleur rouge dans la peinture, de la tache de sang à la rose, comment évolue le sens de cette couleur à travers les époques. Très bonne fin de soirée. Et une prochaine émission sur la psychanalyse.